Salut les carabins, bienvenue sur LCA Dijon. Alors, imaginons que vous vouliez comparer deux bras concernant l'efficacité d'un traitement, par exemple d'une chimiothérapie dans le cancer du pancréas. Vous faites un essai, vous mettez deux types de chimio différentes et à la fin, vous vous apercevez qu'il y a un groupe dans lequel les patients meurent moins. Formidable, la chimio améliore la survie des gens. Ceci n'est pas forcément vrai. Imaginons que dans le bras qui a le mieux marché, il se trouve que vous n'avez inclus quasiment que des patients qui avaient une maladie non métastatique et que dans l'autre bras, celui qui ne marche pas, vous avez que les traitements métastatiques. La question qui se pose, c'est évidemment est-ce que c'est le traitement qui marche mieux ou est-ce que c'est juste les patients qui étaient différents entre les deux bras? La seule manière de faire en sorte que les patients ne soient pas différents entre les deux bras, c'est de tirer au sort qui va recevoir quoi. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la randomisation. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. La randomisation, on vient de le dire, ça a pour but de faire en sorte que les deux groupes de patients soient constitués de patients qui aient les mêmes caractéristiques. En gros, si les deux groupes de patients sont exactement similaires en tout point, et que la seule différence entre les deux groupes c'est le traitement, ça veut dire que si à la fin on observe une différence, elle a toutes les chances d'être liée au traitement. Et donc ça permet d'avoir des arguments en faveur de la causalité. C'est pour ça que les essais cliniques sont des études expérimentales qui ont un très haut niveau de preuve parce que on se met dans les meilleures conditions pour démontrer qu'il y a une relation causale entre le traitement et ce qui se passe une fois qu'on a donné le traitement tout simplement. La randomisation, elle a beaucoup de qualificatifs qui parfois sont plus ou moins détaillés dans les essais et donc on va en parler aujourd'hui. Alors, première chose, la randomisation est-elle individuelle ou par grappe? C'est un distracteur qui sera souvent utilisé dans les QCM. On vous propose une randomisation par grappe. Alors qu'est-ce que c'est qu'une randomisation par grappe ou par cluster? C'est une étude dans laquelle l'unité de randomisation, ce qu'on tire au sort, ce ne sont pas des individus, ce ne sont pas des patients, ce sont des groupes, des paquets de malades qu'on appelle les grappes en français et les clusters en anglais. C'est une méthode de randomisation qui est très souvent utilisée dans les essais dits d'intervention, où on étudie non pas l'efficacité d'un traitement sur des individus, mais d'une stratégie de prise en charge sur l'ensemble des patients suivis par exemple dans un établissement. Deux exemples. Premier exemple, essai de prévention contre les conduites sexuelles à risque dans les écoles. Eh bien, vous envoyez des infirmières d'éducation et du personnel pour rencontrer les gamins dans un lycée, dans une région. Et puis, dans le lycée d'à côté, eh bien, vous envoyez simplement les enseignants que les étudiants ont l'habitude de voir, leur remettre une plaquette. Et puis, vous étudiez quels sont les lycées dans lesquels on va observer une meilleure amélioration des comportements, tout simplement parce qu'on ne peut pas randomiser les enfants, parce que par essence, l'intervention qui doit être faite est collective, et donc on va randomiser des établissements. Autre exemple, vous imposez à certains établissements une stratégie intensive de contrôle de la pression artérielle dans les suites d'un AVC hémorragique, et dans l'établissement voisin, de faire un traitement conforme aux recommandations habituelles. Vous imaginez bien qu'au sein d'un même établissement, il est difficile, quand c'est la même équipe qui prend en charge les gens, de dire pour lui vous faites intensif et pour lui vous faites comme d'habitude. Il va forcément y avoir ce qu'on appelle une contamination entre les deux bras. Donc voilà, ça c'est la randomisation par cluster ou par grappe qui s'oppose à la randomisation individuelle, ce que vous voyez à gauche sur cette diapo. Un malade arrive, je tire au sort, bras A, bras B, le malade suivant, on tire au sort, bras A, bras B, etc. etc. Ça c'est la randomisation par grappe ou par cluster. Parenthèse, ne confondez pas par grappe et par cluster avec par bloc, qui est une notion dont on parlera juste après. Deuxième qualificatif, la randomisation doit être centralisée pour être de bonne qualité. La centralisée, c'est très simple, ça veut dire qu'elle est faite globalement à un seul endroit. C'est-à-dire que chaque centre ne pratique pas un tirage au sort pour son malade. Le fait que la randomisation soit centralisée, c'est bien sûr un critère de qualité, ça limite le risque d'erreur, ça améliore la probabilité qu'on fasse pareil pour tous les malades, et donc globalement c'est mieux. Comment vous pourrez avoir cet indice? Si c'est pas marqué en tant que tel dans les matériels et les méthodes, on vous dira que la randomisation a été assurée par un système informatique web-based, c'est-à-dire basé sur un site internet, ou par un serveur vocal téléphonique, et ça c'est une indication pour dire que c'est le même, c'est-à-dire que c'est tout fait au même endroit. Troisième qualificatif d'une bonne randomisation, elle doit être indépendante. Alors indépendante, c'est légèrement différent de centralisée. Indépendante, ça veut dire que elle n'est pas réalisée par les investigateurs. Ça ne veut pas dire que ça se fait
dans une ville où il n'y a pas d'investigateur, ça peut être dans l'unité d'épidémiologie, de méthodologie qui est juste à côté, ou même dans le même établissement, mais par une autre équipe indépendante. Ça veut dire que ce ne sont pas les personnes qui suivent et qui voient les malades qui s'occupent de ça. Troisième notion très importante et très fréquemment utilisée dans les essais, la randomisation équilibrée par bloc. Attention, à nouveau, ne confondez pas bloc, qu'on va voir maintenant, et cluster, qu'on a vu juste avant. Alors, une randomisation par bloc, c'est une randomisation équilibrée. Pourquoi il faut de temps en temps équilibrer la randomisation? Parce que il se peut que le hasard fasse mal les choses. C'est-à-dire que si vous avez un nombre de patients assez limité, et que vous tirez au sort pour chaque patient s'il va dans le bras ou dans le bras B, on peut imaginer que par hasard, vous vous retrouviez, si vous devez inclure au total 100 personnes, avec 40 malades dans un et 60 dans l'autre. Non pas parce qu'il y aura eu une erreur dans la randomisation, mais tout simplement parce que le hasard aura mal fait les choses. Faites l'expérience, hein, si vous avez un petit peu de temps à perdre, vous lancez un dé. Si vous le lancez 10 fois, il y a forte chance que vous n'ayez pas 5 nombres pairs et 5 nombres impairs. Par contre, si vous avez un petit peu plus de temps, si vous le lancez 10 000 fois, il est tout à fait probable que vous ayez à peu près 5000 nombres pairs et à peu près 5000 nombres impairs avec une différence très très faible. Bref, plus on met de patients, plus on a de chances que le hasard fasse bien les choses. Mais quand on a des essais avec des effectifs plus modérés, on ne peut pas se permettre d'avoir un déséquilibre lié au hasard. Donc on utilise la technique des blocs. Qu'est-ce que c'est que des blocs? Je vous ai mis un exemple sur cette diapo avec des blocs de 4, c'est-à-dire que pour des paquets de 4 malades, vous écrivez toutes les possibilités en termes de séquences, c'est ce que je vous ai marqué sur cette plaque, AA, BB, AB, AB, etc., etc., etc. Toutes les possibilités sont sur cette plaque, et donc ce qu'on tire au sort, ce n'est pas un patient donné, mais c'est une permutation. Et donc, tous les 4 malades, je tire au sort une permutation, et le but de ça est que je suis à l'équilibre parfait tous les 4 malades. Si jamais j'arrête mes inclusions au milieu d'un bloc, le déséquilibre maximal que je peux avoir, c'est la taille du bloc divisé par 2. En l'occurrence, ici, 2 patients. Regardez ce tableau. Prenez les 6 possibilités avec des blocs de 4. Arrêtez-vous n'importe quand au milieu d'une séquence et vous verrez que on ne peut pas avoir un déséquilibre de plus de 2 malades. Ça, c'est pour des blocs de 4. Si c'est des blocs de 6, le déséquilibre maximum, il est de 3. Comment on peut encore améliorer ce système de randomisation équilibrée par bloc? Eh bien, on peut faire des blocs de taille aléatoire. Ça, c'est ce que on utilise dans certains essais. Pourquoi de taille aléatoire? Pour que les investigateurs ne puissent pas deviner la séquence s'ils connaissent la taille des blocs. Sinon, on peut tout simplement mettre les investigateurs en aveugle de la taille des blocs. Randomisation par bloc, donc équilibrée. Enfin, randomisation stratifiée ou minimisée. On est encore en train d'essayer de prendre en compte la situation dans laquelle le hasard pourrait mal faire les choses. Imaginons qu'une caractéristique de la maladie soit intimement liée à la possibilité que le traitement marche. Je pense par exemple, je reprends mon exemple de cancer du pancréas, eh bien si vous avez des patients métastatiques, on sait que leur pronostic va être beaucoup moins bon que ceux qui n'auraient pas de métastase. On peut considérer qu'il serait totalement impossible d'avoir un déséquilibre sur cette caractéristique, même si elle est liée au hasard, parce qu'on ne pourrait pas du tout conclure sur les résultats de l'essai, on aurait complètement perdu notre temps et notre argent à faire cet essai. Et donc, on va utiliser une méthode qui va permettre de faire en sorte que je sois sûr et certain que j'ai le même pourcentage de patients métastatiques et de patients non métastatiques dans le bras avec la première chimio et dans le bras avec la deuxième chimio. Et ça s'appelle la stratification. Donc la stratification, ça va forcer l'équilibre des groupes dans chaque strate pour la variable de stratification. Une des plus classiques, c'est de stratifier sur le centre dans un essai multicentrique. Un essai multicentrique, l'efficacité du traitement, elle est liée au traitement lui-même bien sûr, mais aussi aux habitudes de chaque centre. C'est-à-dire, je prends l'exemple du diabète, si vous testez l'efficacité d'une insuline et que dans un centre vous avez un système qui est mis en place pour faire de l'éducation thérapeutique et pour expliquer aux malades comment on se sert des seringues à insuline, eh bien c'est sûr que indépendamment de l'effet de l'insuline elle-même, ça va probablement mieux marcher dans ce centre-là. Si dans le centre d'à côté c'est pas fait, eh bien ça va moins bien marcher. Comment je peux effacer cette différence? Eh bien je fais en sorte que la répartition entre les deux traitements soit la même au sein de chaque centre, et donc dans mon interprétation, j'aurai pas de problème.
Sur cette plaque, je vous ai mis un exemple, cancer métastatique, cancer non métastatique. On prend l'exemple par exemple du cancer de la prostate ou d'un cancer du sein, un cancer hormonodépendant. J'ai des métastatiques, j'ai des non métastatiques, et ils vont pas répondre de la même manière au traitement, ce qui n'est pas un problème en soi, mais il est absolument inconcevable que j'ai plus de métastatiques dans un bras que dans l'autre, parce que sinon, je ne pourrais pas savoir si c'est le caractère métastatique ou le traitement qui fait que j'observe le résultat que j'observe. Donc, on va prendre tous les métastatiques d'un côté, tous les non métastatiques de l'autre, et puis, dans chaque paquet du groupe de stratification, je vais faire la randomisation. C'est-à-dire que le pourcentage de métastatiques et de non métastatiques sera le même dans le bras chirurgie plus hormonothérapie que dans le bras chirurgie seule dans cet essai. Donc, je fais en sorte que, même si le hasard fait mal les choses, puisque normalement, il n'y a aucune raison que j'ai plus de métastatiques que de non métastatiques si je les tire au sort, mais si j'ai peu de malades, ça peut quand même arriver. Et avec cette technique de stratification, ça devient impossible puisque c'est forcé par la méthodologie de l'essai. Petite remarque sur la stratification, il y a des méthodes un petit peu plus sophistiquées, c'est ce qu'on appelle la minimisation. La minimisation, on peut mettre plusieurs caractéristiques dans un modèle statistique qui va être connecté avec le serveur que les cliniciens appellent pour randomiser un malade. Et moi, j'ai dit à mon modèle de minimisation, je veux que les groupes soient pareils pour l'âge, le sexe et le caractère métastatique. Et donc, quand un médecin envoie une inclusion, il va se connecter au site internet, il va devoir cocher des cases pour dire si c'est un homme, une femme, si le patient est métastatique et quel est son âge. Et en fonction de ça, en fonction du nombre de patients dans un bloc, c'est la machine qui va envoyer au médecin le message disant le patient recevra le lot de traitement XP2133 qui est le lot qui correspond au traitement pour lequel on a besoin d'un malade compte tenu de ses caractéristiques, compte tenu de tout ce qui a été déjà inclus par avant. Voilà, je termine cette vidéo en faisant une petite remarque. La randomisation, c'est fait pour que les groupes soient équilibrés au début. C'est fait pour que les groupes soient parfaitement comparables au début de l'étude. Mais la qualité de la randomisation ne préjuge pas de la comparabilité du suivi et donc a fortiori de la mesure du critère de jugement à la fin de l'étude. Si vous avez une étude parfaitement bien randomisée mais qui est conduite en ouvert, on peut imaginer que la connaissance du médicament va faire que les gens sont suivis différemment au cours du temps. Si on a des patients qui sont soumis à un traitement qui a des effets secondaires et un autre bras de patients qui sont soumis à un placebo, il est évident que les médecins vont mieux surveiller les patients qui ont le traitement. Ou au contraire, s'ils croient que le traitement marche, ils vont mieux surveiller ceux du groupe placebo pour être sûr que la maladie ne va pas évoluer. Donc ça, c'est un biais qui ne peut pas être corrigé par la procédure de randomisation. Donc c'est un petit spoil d'une vidéo prochaine, mais retenez que la randomisation garantit la comparabilité initiale des groupes, la comparabilité du suivi et l'absence de biais lié à la subjectivité de l'investigateur sur la mesure du critère. Ça, c'est uniquement la procédure d'aveugle. C'est le fait de faire un essai en double aveugle qui va vous permettre de garantir ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt.